Imaginez le son de l'eau bouillonnante épaisse, lourde, implacable. Maintenant, imaginez un homme, enchaîné, suspendu au-dessus d'un énorme chaudron de fer. La chaleur en dessous de lui rayonne comme une fournaise, et l'air est saturé par l'odeur de vapeur et de métal brûlé. Lentement, délibérément, il est descendu. D'abord les pieds, puis les jambes. L'eau s'accroche à sa peau avant de la faire cloquer, puis se détacher par plaques. Ses hurlements montent au-dessus du vacarme, résonnant à travers la foule, mêlant horreur et fascination. Les gens regardent, certains curieux, d'autres terrifiés, d'autres encore avec une sombre satisfaction. Ce n'est pas une scène tirée d'un cauchemar ou d'un roman d'horreur médiéval. C'est de l'histoire. Et cela s'est produit au cœur de Londres, en 1531. Le nom de cet homme était Richard Rose, cuisinier de profession, mais son destin allait graver son nom dans l'un des recoins les plus sombres de la justice anglaise. Il fut le premier homme dans l'histoire enregistrée de l'Angleterre à être bouilli vif par décision légale, une punition si brutale, si inimaginable, que même à une époque d'exécution publique et de décapitation, elle se démarquait par sa cruauté grotesque. Mais pourquoi? Pourquoi un cuisinier fut-il soumis à une mort aussi atroce? Quel crime pouvait justifier un tel niveau de cruauté? Et quel type de système judiciaire, ou de souverain, pouvait l'ordonner? Ce n'est pas simplement l'histoire d'un crime. C'est l'histoire du pouvoir, celui de l'un des monarques les plus infâmes d'Angleterre, le roi Henri VIII, un homme dont le nom évoque encore aujourd'hui la tyrannie et l'excès. C'est une histoire de peur, à la fois politique et personnelle, celle d'un royaume au bord d'une transformation religieuse, où les ennemis ne se trouvaient pas seulement sur les champs de bataille, mais aussi à la table du dîner. Et c'est, avant tout, une histoire où la justice se transforme en spectacle, lorsque la punition ne vise pas uniquement à corriger, mais à terrifier. Dans l'Angleterre des Tudors, la loi ne portait pas uniquement sur la culpabilité ou l'innocence. Elle servait de message, de moyen de contrôle. Chaque exécution publique était une scène, et chaque criminel, un acteur. La mort de Richard Rose fut méticuleusement orchestrée non seulement pour mettre fin à sa vie, mais aussi pour transmettre un avertissement. La déloyauté, même par un simple bol de bouillie, serait punie par une vengeance impensable. Cette introduction marque le début de l'un des épisodes les plus troublants de l'histoire, une exécution qui alla bien au-delà de la douleur physique, pour entrer dans le domaine du symbole, de la propagande et du pouvoir absolu. En retraçant les événements qui ont mené à la mise à mort de Rose, nous découvrirons comment son affaire est devenue un outil de manipulation politique, comment la peur du poison reflétait celle de la dissidence, et comment la loi elle-même fut modifiée pour satisfaire la volonté d'un roi. Car dans l'Angleterre des Tudors, il ne s'agissait pas seulement de ce que vous faisiez, mais de qui vous menaciez, et de jusqu'où votre châtiment pouvait servir la couronne. Le chaudron d'eau bouillante n'était pas qu'un instrument de mort, c'était le reflet d'un royaume en crise. Et Richard Rose fut l'âme infortunée choisie pour y brûler. Pour comprendre comment un homme a pu être bouilli vif sur ordre du roi, il faut d'abord comprendre le royaume lui-même. L'Angleterre de 1531 n'était pas simplement une terre de collines verdoyantes et de fastes royaux, c'était une nation au bord de la Révolution. Politiquement, religieusement et culturellement, le sol tremblait sous les pieds de tous. Et au centre de ce tumulte se tenait un seul homme, le roi Henri VIII. À cette époque, Henri VIII n'était pas encore le tyran obèse que les portraits immortaliseraient plus tard, mais il devenait rapidement le monarque le plus redouté et le plus puissant que l'Angleterre ait jamais connu. Son image autrefois célébrée de prince de la Renaissance s'effaçait peu à peu, remplacée par quelque chose de plus sombre, de plus absolu. Qu'est-ce qui alimentait cette transformation? Un mot, le contrôle. Henri voulait se libérer de son mariage avec Catherine d'Aragon, une union qui n'avait donné aucun héritier mâle survivant. Mais Catherine n'était pas qu'une épouse, elle était princesse espagnole et nièce du puissant empereur du Saint-Empire romain germanique. Mettre fin à ce mariage nécessitait bien plus qu'un simple choix personnel. Cela signifiait défier le pape et l'autorité de l'Église catholique romaine, qui dominait l'Europe depuis des siècles. Frustré, Henri commença à défendre une idée radicale. Le roi, et non le pape, devait être l'autorité suprême en Angleterre, y compris dans les affaires spirituelles. Cette idée allait devenir le fondement de ce que nous appelons aujourd'hui la réforme anglaise. Mais en 1531, ce n'était encore qu'un projet naissant, dangereux et profondément instable. Personne ne savait ce que l'avenir réserverait, seulement que quelque chose de gigantesque se préparait. Et cette incertitude engendrait peur, division et paranoïa. Toute personne s'opposant à la volonté du roi,
surtout en matière de religion ou de succession royale, devenait soudain une menace. Hérésie et trahison se confondaient. Remettre en question le roi revenait à remettre en question la nation, et le faire publiquement pouvait s'avérer fatal. Le résultat? Un climat d'anxiété générale. La noblesse avançait prudemment, le clergé était divisé, et même les gens du peuple murmuraient avec précaution. Chaque parole, chaque alliance, chaque prière portait le poids d'une conséquence politique. La cour royale était devenue un champ de bataille, non pas d'épée, mais d'allégeance. Et tandis que le pouvoir du roi grandissait, le Parlement, autrefois garant de la voix du peuple, devenait un simple prolongement de sa volonté. Les lois n'étaient plus votées pour garantir la justice, mais pour satisfaire les objectifs personnels du roi. Le Parlement ne limitait plus la monarchie, il la servait. Dans cette atmosphère d'absolutisme grandissant, le système judiciaire devint une arme. La notion même de loi fut redéfinie, non plus comme un principe impartial ou protecteur, mais comme un outil de domination. Si le roi voulait punir quelqu'un, il réécrivait la loi, même de façon rétroactive, pour s'en assurer. Voilà l'Angleterre dans laquelle Richard Rose fut jeté. Un pays où l'incertitude religieuse croisait l'ambition politique, et où les ennemis du roi, réels ou imaginés, étaient éliminés rapidement, et sans pitié. Faire bouillir un homme vivant peut sembler impensable. Mais dans un pays où la loyauté était synonyme de vie, et la dissidence équivalait à la mort, cela représentait simplement l'étape logique suivante dans la tentative désespérée d'un roi de contrôler un royaume glissant de la tradition vers la transformation. Ce n'était ni un noble, ni un soldat, ni un rebelle. Il ne possédait pas de terre, ne commandait pas d'armée, ne façonnait aucune politique. C'était un cuisinier. Un homme qui travaillait dans les cuisines, préparant les repas pour son maître et ceux qui mangeaient sous son toit. Il s'appelait Richard Rose ou Rose, selon certaines archives, et il aurait pu traverser l'histoire totalement inaperçu, si ce n'était pour un simple bol de bouillie. Richard Rose travaillait au service de l'évêque John Fisher, évêque de Rochester. Mais ce n'était pas un ecclésiastique comme les autres. Fisher était l'un des chefs religieux les plus respectés d'Angleterre. Un érudit, un catholique fervent et surtout un défenseur inébranlable de la reine Catherine d'Aragon. À une époque où Henri VIII cherchait à divorcer de Catherine, Fisher devint l'un des critiques les plus vocaux et les plus courageux des projets du roi. Cela plaça Fisher et par extension tous ceux de son entourage dans une position dangereuse. La patience d'Henri VIII envers ses opposants s'amenuisait. Ceux qui le contestaient, même pour des raisons religieuses, se retrouvaient rapidement sous soupçon. Mais Richard Rose n'était ni un homme politique ni un prêtre. C'était un domestique. Il n'avait aucun lien connu avec la politique, aucun passé de subversion. Tout indique qu'il faisait simplement son travail dans la cuisine de l'évêque. Jusqu'au jour où ce ne fut plus le cas. Le 18 février 1531, quelque chose tourna terriblement mal. Rose prépara un lot de bouillie pour les membres de la maison de l'évêque, un repas apparemment banal. Mais après l'avoir consommé, plusieurs personnes tombèrent gravement malades. 2 moururent, un homme nommé Bennett Curwen, et une femme pauvre ayant reçu ce repas dans le cadre de la charité offerte par la maison. L'évêque Fisher lui-même fut atteint, mais survécut. La suspicion se tourna immédiatement vers les cuisines, et Richard Rose devint le principal suspect. Interrogé, il avoua, mais affirma qu'il avait seulement ajouté un laxatif, voulant faire une blague à ceux qui mangeraient le plat. Il n'avait jamais voulu tuer qui que ce soit, dit-il. Il voulait provoquer de l'inconfort, pas la mort. Mais l'intention n'avait plus d'importance dans le chaos qui suivit. En un instant, Richard Rose passa de figure de l'ombre à acteur central d'un scandale national. Qu'il s'agisse d'un acte malveillant ou d'une farce tragique, cela avait eu lieu dans la maison d'un homme que le roi considérait déjà comme un obstacle. Et dans la paranoïa et les tensions politiques de l'époque, cela fit de l'acte de Rose bien plus qu'une simple erreur de cuisine. Était-il un instrument? Un imbécile? Un conspirateur? Les archives historiques ne permettent pas de trancher. Mais ce qui est certain, c'est que le moment était terriblement mal choisi, et que la victime était politiquement la plus sensible possible. À une autre époque, Richard Rose aurait peut-être été jugé pour homicide involontaire, ou même relâché avec une simple sanction pour imprudence. Mais en 1531, dans l'ombre de la paranoïa royale et de la révolution religieuse, son crime allait être redéfini et puni, non pas comme un accident, mais comme un acte de trahison. Et cela allait sceller son sort de la manière la plus terrifiante qui soit. Tout commença avec un bol de bouillie. Un plat simple, quotidien chaud, familier,
Rassurant. Mais dans les cuisines de la maison de l'évêque John Fisher, au matin du 18 février 1531, ce bol devint le vecteur d'un mystère mortel qui allait secouer tout le royaume. Richard Rose, le cuisinier, avait préparé le repas comme à l'accoutumée. Aucun signe d'agitation dans la cuisine. Aucun avertissement de ce qui allait suivre. La bouillie fut servie aux membres du foyer de l'évêque. Certains la consommèrent dans leur chambre. D'autres la partagèrent avec les plus démunis, dans le cadre de la charité quotidienne organisée par l'évêque. Peu après avoir mangé, les gens commencèrent à s'effondrer. Pris de violentes douleurs abdominales, de vomissements et de convulsions, la panique se répandit dans toute la maison. Les serviteurs coururent chercher de l'aide. Des médecins furent appelés bien que leur connaissance en matière de poison à cette époque soit extrêmement limitée. 2 personnes ne survécurent pas. L'une était Bennett Curwen, un homme respecté de la maison. L'autre, une femme pauvre, bénéficiaire innocente de la générosité de l'évêque, mourut dans d'atroces souffrances après avoir mangé la bouillie empoisonnée. D'autres survécurent, mais non sans souffrance. L'évêque Fisher lui-même tomba gravement malade. Il n'avait mangé qu'une petite portion, et cela lui sauva probablement la vie. En un instant, tous les soupçons se tournèrent vers la cuisine, et tous les regards se posèrent sur Richard Rose. Lors de son interrogatoire, Rose admit avoir ajouté une substance à la bouillie, mais affirma qu'il n'avait jamais eu l'intention de tuer. Selon lui, c'était une farce, il avait simplement mélangé un laxatif puissant pour provoquer un certain inconfort et faire une plaisanterie. Il insista sur le fait qu'il n'aurait jamais imaginé que cela puisse entraîner la mort. Mais dans l'Angleterre des Tudors, surtout en une période de fragilité politique extrême, les intentions importaient peu. Le poison était l'une des formes de meurtre les plus redoutées de l'époque. Il était perçu comme lâche, sournois et étranger, associé aux espions, aux femmes et aux ennemis qui frappaient dans l'ombre. Un empoisonneur n'était pas seulement un criminel, mais une menace morale et sociale. Et dans ce cas précis, l'acte avait été commis dans la demeure de John Fisher, l'un des adversaires les plus vocaux du roi. Même sans preuve concrète d'un complot politique, les implications étaient explosives. Avait-on tenté d'assassiner l'évêque? Était-ce un avertissement? Un complot? Ou simplement une blague de mauvais goût qui avait horriblement mal tourné? Le moment n'aurait pas pu être plus mal choisi. Henri VIII était déjà sur les nerfs, en profond conflit avec l'Église catholique, de plus en plus intolérant envers toute forme d'opposition, et déterminé à affirmer sa domination sur la vie spirituelle et politique de l'Angleterre. L'idée que quelqu'un ait pu s'en prendre à un évêque influent, dans sa propre maison, par le poison, n'était pas quelque chose qu'Henri laisserait passer en silence. Et ainsi, une plaisanterie, si tant est qu'elle en ait été une, déclencha un véritable incendie politique. Aux yeux du roi, il ne s'agissait plus d'un accident de cuisine. C'était une attaque. Un crime qui exigeait non seulement la justice, mais un exemple brutal. Pour Richard Rose, ce bol de bouillie était devenu une condamnation à mort, une condamnation qui allait être exécutée de la manière la plus horrifiante imaginable. Lorsque la nouvelle de l'empoisonnement parvint à la cour, elle ne provoqua pas simplement de l'inquiétude, elle provoqua de l'indignation. Ce n'était pas un crime ordinaire, et il ne serait pas traité comme tel. Car cette fois, c'est le roi lui-même qui décida d'intervenir. Et lorsqu'Henri VIII prenait en main la justice, la clémence était rarement au rendez-vous. En 1531, Henri VIII n'était plus le monarque patient et érudit de sa jeunesse. Il était devenu paranoïaque, autoritaire, et obsédé par la consolidation de son pouvoir. Son divorce avec la reine Catherine d'Aragon l'avait déjà placé sur une trajectoire de collision avec l'Église catholique, et toute dissidence, qu'elle soit politique, religieuse ou symbolique, était désormais intolérable. Ainsi, lorsqu'un empoisonnement survint dans la maison de l'évêque John Fisher, l'un des critiques les plus virulents du divorce du roi, Henri vit bien plus qu'un simple crime domestique. Il y vit un défi à son autorité royale, voire une menace à la stabilité nationale. Le fait qu'aucune preuve ne reliait Rose à un complot politique n'avait aucune importance. Le contexte suffisait. Plutôt que de laisser les tribunaux juger Rose, selon la loi existante, Henri prit une mesure drastique et sans précédent. Il court-circuita complètement le système judiciaire et s'adressa directement au Parlement. Là, sous pression royale, les législateurs adoptèrent ce qui allait être connu sous le nom de « loi contre l'empoisonnement », une législation rédigée spécifiquement pour cette affaire. Selon cette nouvelle loi, l'empoisonnement fut reclassé comme un acte de haute trahison, un crime non plus seulement contre des individus, mais contre la couronne elle-même.
Et avec cette nouvelle classification vint une nouvelle peine, l'exécution par ébullition. Ce n'était pas une simple modification de loi. C'était une réinvention totale, rédigée et votée uniquement dans le but de punir un seul homme. Pire encore, la loi était rétroactive, ce qui signifiait qu'elle s'appliquait à un crime commis avant que la loi n'existe. Dans les termes juridiques modernes, c'était une grave violation de la justice et du droit à un procès équitable. Même les traditions juridiques médiévales reconnaissaient le principe selon lequel nul ne devait être puni pour un acte qui n'était pas un crime au moment où il l'avait commis. Mais Henri s'en moquait. Il n'appliquait plus les lois, il les créait à son image pour servir sa volonté. La loi décrivait l'empoisonnement avec un langage moraliste et vif, le qualifiant de « détestable » et d'étranger, une chose contre nature et anti-anglaise. Elle présentait Rose non seulement comme un assassin, mais comme le symbole de tous ceux qui étaient corrupteurs et subversifs dans le royaume. Ce n'était pas seulement la punition d'un cuisinier. C'était un message, les ennemis du roi, peu importe leur rang ou leur obscurité, seraient écrasés. Et la couronne utiliserait tous les moyens nécessaires pour y parvenir. Richard Rose n'avait aucun moyen de se défendre face à cette vague de fureur royale. Il avait déjà avoué avoir manipulé la nourriture, et désormais, la loi avait été façonnée sur mesure pour garantir sa mort. Pas par pendaison rapide, pas même par décapitation publique, mais par la méthode la plus atroce et terrifiante que l'État pouvait concevoir. Pour Henri VIII, ce n'était pas seulement la justice. C'était une démonstration de pouvoir suprême et un avertissement adressé à quiconque oserait s'opposer à lui. Le matin du 5 avril 1531, le peuple de Londres se rassembla sur la place de Smithfield. Lieu déjà associé à la punition des hérétiques qui avaient été brûlés, des criminels pendus. Mais ce jour-là, quelque chose de bien plus macabre allait se produire. Quelque chose que même une société habituée aux exécutions publiques n'avait encore jamais vu. Au centre de la place se tenait un énorme chaudron de fer, suspendu au-dessus d'un feu rugissant. En dessous, les bûches craquaient, les flammes léchaient le métal, chauffant l'eau jusqu'à ébullition. L'odeur de fumée, de cendres et de métal brûlé remplissait l'air. L'installation était simple, mais son objectif était horriblement clair. Richard Rose, autrefois cuisinier dans la maison d'un évêque, était maintenant l'homme condamné. Enchaîné et entouré de gardes, il fut conduit sur la place, sous le regard silencieux d'une foule compacte. Hommes, femmes, enfants, tous étaient venus voir ce qu'ils n'avaient entendu que par murmure, un homme bouilli vivant. Même pour une société aguerrie aux exécutions publiques, c'était d'un autre ordre. Aucune dernière prière. Aucune possibilité de grâce. Ce n'était pas une exécution menée avec dignité ou solennité. C'était un spectacle, une mise en scène de vengeance royale, conçue pour être aussi terrifiante qu'inoubliable. Rose fut attaché avec des cordes et des chaînes. Que ce soit par treuil ou à la force humaine, il fut descendu lentement dans le chaudron bouillant, et non plongé d'un coup. Ses jambes touchèrent l'eau les premières, dans un sifflement de vapeur, suivi d'un hurlement perçant qui glaça la foule. Des témoins rapportèrent plus tard que Rose hurla de toutes ses forces, ses cris résonnant dans tout Smithfield alors que sa chair cloquait et se détachait. L'eau ne le tua pas immédiatement. Et c'était justement le but. Cette mort avait été pensée pour provoquer une souffrance maximale et créer un spectacle inoubliable. À mesure que son corps était abaissé, centimètre par centimètre, chaque terminaison nerveuse était saisie par la chaleur bouillante. On raconte que ces hurlements durèrent longtemps, avant de s'éteindre lentement dans un silence pesant. Pour la foule, dont beaucoup étaient venus par curiosité morbide, la scène fut encore plus atroce qu'ils ne l'avaient imaginé. Des enfants s'agrippaient à leurs parents. Certains spectateurs plairaient. D'autres détournaient les yeux. Même à une époque où les exécutions étaient souvent considérées comme un divertissement public, celle-ci heurta profondément les sensibilités de l'époque. Il existe peu de témoignages sur ce qu'il advint du corps de Rose par la suite. Certains affirment qu'il fut éliminé sans cérémonie. D'autres suggèrent qu'il aurait été laissé exposer comme avertissement ou discrètement récupéré par l'État. Mais une chose est certaine, le message était passé. Ce n'était pas simplement une punition, c'était une démonstration de pouvoir. Henri VIII n'avait pas seulement ôté la vie d'un homme, il avait choisi la méthode, le lieu et la mise en scène, transformant l'exécution de Rose en symbole de ce qui attendrait quiconque oserait menacer l'ordre royal. Et bien après que le feu se soit éteint, que le chaudron ait refroidi, le souvenir de ce jour à Smithfield persista, gravé dans la mémoire collective comme l'une des exécutions les plus brutales de l'histoire de l'Angleterre.
Pourquoi l'ébullition? Parmi toutes les façons terribles de mourir dans l'Angleterre des Tudors, pendaison, décapitation, bûcher, pourquoi choisir celle-ci? Pourquoi transformer un chaudron, objet du quotidien, en un instrument de torture inimaginable? La réponse se trouve non seulement dans la punition elle-même, mais dans le symbole. Car en 1531, punir n'avait pas seulement pour but de faire justice, cela visait à faire passer un message. Et ce message devait être brûlé dans l'esprit du public. Richard Rose était cuisinier. Son crime, avoir prétendument empoisonné un repas, avait été commis avec les mêmes outils qu'il utilisait pour son travail honnête, des casseroles, des marmites, des ingrédients. Alors, aux yeux de la couronne, sa punition devait refléter cela. Il avait perverti l'acte de cuisiner, un acte nourricier et communautaire, en un acte de trahison. Ainsi, le chaudron devint sa potence. C'était une justice poétique, version Tudor. Tout comme les traîtres étaient pendus, éventrés et écartelés pour avoir déchiré le royaume, tout comme les hérétiques étaient brûlés car leur croyance était vue comme dévorant la vérité, Rose fut bouilli, parce qu'il avait empoisonné la nourriture. Il avait corrompu le foyer. Sa punition était donc un renversement symbolique, il serait cuit. Mais le symbolisme ne s'arrêtait pas là. Le message plus profond était un message de peur et de contrôle. Dans l'Angleterre des Tudors, le poison était considéré comme l'un des crimes les plus effrayants qui soient, non pas pour la manière dont il tuait, mais pour ce qu'il représentait. C'était invisible. C'était secret. Il pouvait frapper n'importe qui, n'importe où, sans avertissement. Et il était souvent associé à l'étranger, au féminin, au lâche. Contrairement au combat ouvert ou à l'agression physique, l'empoisonnement ne s'annonçait pas. Il était furtif, silencieux, subversif. Il brouillait la frontière entre confiance et trahison. Dans l'esprit des Tudors, cela faisait de l'empoisonnement plus qu'un meurtre. C'était une violation de l'ordre naturel. Les repas étaient censés apporter du réconfort, non la mort. Les cuisines devaient nourrir, non détruire. Et c'est précisément pour cela qu'Henri VIII réagit avec une telle sévérité. Il ne punissait pas seulement Rose, il s'attaquait à l'idée même des menaces invisibles. À une époque où Henri cherchait à contrôler non seulement la politique, mais l'âme même de la nation, tout danger caché était intolérable. Le poison symbolisait une rébellion qu'on ne pouvait ni voir, ni aisément écraser. Il était, en quelque sorte, une métaphore de l'hérésie, de la dissidence, de Rome. Ainsi, en rendant la mort de Rose publique, brutale et symbolique, le roi transforma une exécution en un avertissement national. Si vous complotez dans l'ombre, votre châtiment aura lieu sous les projecteurs. La méthode bouillie vivant était si extrême qu'elle ne visait pas seulement à ôter une vie. Elle était pensée pour insuffler la peur jusqu'aux os de ceux qui observaient. Elle disait à chaque cuisinier, chaque serviteur, chaque sujet: le roi voit tout, même le poison dans votre cuisine. Et dans une société où le corps du roi était considéré comme semi-divin, toute tentative de nuire à ceux qui l'entouraient par la nourriture ou autrement était perçue comme un sacrilège. Être bouilli, dans ce contexte, ce n'était pas simplement une exécution. C'était une purification par le feu et l'eau. Une mort terrifiante, oui, mais aussi un message. Un message qu'on ne pouvait ignorer. Un message qui disait clairement, l'invisible ne resterait pas caché et lorsqu'il serait découvert, il brûlerait. Lorsque Richard Rose poussa son dernier cri dans le chaudron bouillant de Smithfield, les échos ne s'arrêtèrent pas avec sa mort. Ils se propagèrent à travers la loi anglaise, la politique et la société pendant des années. Son exécution ne fut pas seulement une punition, elle devint un précédent. Une ligne dans l'histoire où la loi se plia, non vers la justice, mais vers la volonté royale. La loi contre l'empoisonnement, adoptée en 1531, ne disparut pas avec la mort de Rose. Elle resta en vigueur dans le droit anglais, un rappel glaçant de la rapidité et de la brutalité avec lesquelles la couronne pouvait réagir à une menace perçue. Bien qu'elle fût rarement utilisée, sa seule existence était une affirmation d'autorité absolue. Et elle ne tarda pas à être utilisée de nouveau. En 1542, plus d'une décennie après la mort de Rose, une femme nommée Margaret Davy fut exécutée en vertu du même décret. Son crime? Avoir prétendument empoisonné ceux pour qui elle travaillait. Comme Rose, elle n'était ni noble ni politicienne, elle était domestique. Mais son statut social ne la protégea pas. La méthode d'exécution fut la même, bouillie vivante. La mort de Davy prouva que le cas de Rose n'était pas un dérapage isolé de colère royale. C'était devenu un précédent juridique.
L'État avait officiellement adopté l'une des méthodes d'exécution les plus horrifiantes imaginables. Et surtout, cela affirmait que le sens personnel de la justice du roi pouvait réécrire les règles de la punition. Les implications étaient énormes. Dans le cas de Rose, la loi avait été appliquée rétroactivement, une décision dangereuse qui sapait l'un des principes les plus anciens de la justice. Nul ne peut être puni en vertu d'une loi qui n'existait pas au moment où l'acte a été commis. Même dans l'Europe médiévale, ce principe était généralement respecté. Mais Henri VIII le balaya d'un seul décret. L'exécution de Rose révéla non seulement la brutalité de la peine, mais aussi la fragilité des protections juridiques sous une monarchie en pleine transformation. Henri VIII devenait plus qu'un roi, il devenait la loi elle-même. Le Parlement, au lieu d'agir comme contre-pouvoir face aux abus royaux, était devenu un tampon docile, prêt à approuver même les mesures les plus draconiennes, tant qu'elles servaient l'agenda du roi. L'institution législative, censée représenter le peuple anglais, fonctionnait désormais comme un instrument du pouvoir royal. Et Rose, un simple cuisinier, sans aucun lien politique connu, devint l'exemple parfait de ce qui pouvait arriver à quiconque déplaisait au roi, même par inadvertance. Son affaire montra à quel point la justice pouvait être remodelée selon le bon vouloir d'un seul homme, à quel point la punition pouvait devenir une arme, et comment la peur elle-même pouvait être inscrite dans la loi. La loi n'était plus un bouclier pour le peuple, c'était une épée dans la main du roi. Même si la loi contre l'empoisonnement fut abrogée plus tard, notamment par le fils d'Henri, Édouard VI en 1547, son existence laissa une trace durable. Elle resta comme un rappel glaçant de ce moment où la loi devint une affaire personnelle, et où la mort d'un homme devint un message forgé par un monarque. Dans le cas de Richard Rose, le chaudron ne fit pas que faire bouillir de l'eau. Il fit disparaître l'illusion selon laquelle la justice dans l'Angleterre des Tudors était impartiale. Il révéla une vérité simple: quand le roi était en colère, la loi pouvait être réécrite, et votre destin, scellé par le feu et le fer. Dans l'Angleterre des Tudors, rarement les événements étaient pris au pied de la lettre. Un crime pouvait être un crime, mais il pouvait aussi être un message, un complot, ou un coup dans une partie d'échecs politiques bien plus vaste. L'affaire Richard Rose n'échappait pas à cette logique. Pour certains, ce n'était qu'un acte isolé d'imprudence. Mais pour d'autres, cela aurait pu être quelque chose de bien plus sinistre. Une tentative d'assassinat déguisée en plaisanterie. La théorie est la suivante. Rose, cuisinier dans la maison de l'évêque John Fisher, aurait délibérément empoisonné la bouillie dans le but de tuer son employeur. Pourquoi? Parce que Fisher n'était pas un évêque ordinaire. Il était l'un des rares hommes à se dresser frontalement sur le chemin du roi, un critique public, ferme et inflexible de la tentative d'Henri VIII de divorcer de la reine Catherine d'Aragon. À une époque où la majorité du clergé anglais commençait à se plier aux volontés du roi, Fisher restait défiant. Il s'était exprimé publiquement contre l'annulation du mariage. Il avait soutenu la cause de Catherine, et était de plus en plus perçu à la cour comme un obstacle dangereux. Il n'était pas simplement une figure religieuse, il devenait un symbole de résistance. Dans ce climat, il n'est pas difficile d'imaginer que quelqu'un, peut-être au sein de la cour, ou agissant en son nom, ait voulu réduire Fisher au silence. L'empoisonnement, après tout, était l'arme idéale pour éliminer un ennemi discrètement, sans effusion de sang ni champ de bataille. Et c'est là qu'intervient Richard Rose. Par manipulation, par corruption, par conviction, aurait-il été utilisé comme un pion? Exécutait-il le plan de quelqu'un d'autre, sous couvert de plaisanterie? Ou était-il tout simplement inconscient des implications politiques, pensant que son acte était personnel, voire comique, sans réaliser qui il pourrait toucher ni comment cela serait interprété? Il n'existe, bien sûr, aucune preuve définitive. Rose lui-même affirma que c'était une blague qui avait mal tourné, et qu'il n'avait jamais eu l'intention de tuer. Mais le fait que 2 personnes soient mortes, dont une femme innocente, et que Fisher ait survécu de justesse, rendait impossible d'ignorer les sous-entendus politiques. Et ce qui est peut-être le plus révélateur, c'est la réaction du roi Henri VIII. Pourquoi un roi interviendrait-il personnellement dans une affaire d'empoisonnement impliquant un simple cuisinier? Court-circuiterait-il le système judiciaire? Forcerait-il le Parlement à rédiger une loi spéciale? Et exigerait-il une exécution aussi atroce? À moins qu'il n'y ait vu quelque chose de plus profond. Henri était connu pour beaucoup de choses, sa paranoïa en tête de liste. À mesure que son autorité grandissait, sa tendance à voir des menaces partout grandissait aussi. Un empoisonnement dans la maison de l'un de ses principaux opposants? Ce n'était pas qu'un crime,
C'était une attaque contre le pouvoir royal. Que Richard Rose ait fait partie ou non d'un complot plus vaste, le simple soupçon suffisait à justifier une réaction extrême. Dans un royaume où les alliances étaient mouvantes comme du sable, et où la fidélité religieuse pouvait être une condamnation à mort, le crime de Rose devint un symbole des ennemis invisibles. Et Henri y répondit comme s'il s'agissait d'un acte de trahison. L'histoire ne révélera peut-être jamais toute la vérité. Mais ce qui demeure, c'est ce sentiment obsédant. Le destin de Rose ne fut pas scellé par un simple bol de bouillie, mais par la politique, la suspicion, et la tempête de transformation religieuse qui balayait déjà le royaume. Le feu sous le chaudron finit par s'éteindre. Les cris de Smithfield s'effacèrent dans l'histoire. Mais l'héritage de l'exécution de Richard Rose survécut, bien après la disparition de son corps, bien après la mort du roi qui l'avait condamné. Car ce qui s'est passé en 1531 n'était pas seulement une punition. C'était un point de bascule. Un avertissement. Un précédent. Et plus tard, un récit d'alerte. Dans les années qui suivirent immédiatement, la loi contre l'empoisonnement resta en vigueur. Une composante sinistre du code juridique anglais. Bien qu'elle fût rarement appliquée, elle demeura comme une menace silencieuse. Un rappel que, sous certaines conditions, la couronne pouvait réagir avec une rapidité et une brutalité impitoyables. Aux les bonnes conditions réunies, la couronne pouvait utiliser tous les moyens nécessaires pour maintenir l'ordre et punir les ennemis présumés. Mais cela allait changer avec la mort d'Henri VIII en 1547. Son successeur, le jeune Édouard VI, fut guidé par des réformateurs protestants qui cherchaient à éloigner le pays des politiques les plus extrêmes d'Henri. Parmi leurs priorités figurait la révision des lois sur la trahison, qui, sous le règne d'Henri, était devenue chaotique et excessivement répressive. Ainsi, en 1547, le Parlement abrogea la loi autorisant l'exécution par ébullition. Cette méthode brutale, même selon les standards des Tudors, fut discrètement abandonnée. Elle avait rempli sa fonction, outil de terreur, vengeance théâtrale et désormais, jugée trop excessive, même pour une époque encore habituée aux pendaisons et aux bûchers. Cette abrogation n'effaça pas le passé, mais elle marqua un tournant dans la conscience juridique de l'Angleterre. L'affaire Rose, autrefois érigée en exemple de justice royale, commença à être perçue pour ce qu'elle était réellement. Un abus de pouvoir de l'État, motivé par des intérêts personnels plutôt que par une nécessité légale. Dans les siècles qui suivirent, historiens et juristes revinrent sur l'affaire. Elle devint un cas d'école dans l'étude des lois rétroactives, ces lois appliquées après coup pour punir un acte qui n'était pas un crime au moment où il a été commis. Ce principe, largement rejeté dans les systèmes juridiques modernes, est aujourd'hui considéré comme une violation grave de l'équité et du droit au procès équitable. Pourtant, dans le cas de Rose, il fut utilisé avec une précision glaçante. Son exécution devint également un symbole de ce qui se produit lorsque la justice est subordonnée au pouvoir, lorsque les lois sont écrites non pour protéger, mais pour punir, et lorsque les tribunaux deviennent des instruments de peur plutôt que de vérité. Rose n'était pas un noble. Il n'était ni chef rebelle, ni adversaire politique du roi. Il était cuisinier. Et pourtant, la machine d'État fut remodelée pour le détruire. Ce fait à lui seul suffit à donner à son affaire une portée historique durable. À bien des égards, l'ébullition de Richard Rose représente l'extrémité la plus sombre de la justice autoritaire. Là où les dirigeants créent des lois non pour gouverner, mais pour se venger. Là où la punition devient un spectacle. Et où les normes juridiques sont abandonnées pour faire de quelqu'un un exemple. Aujourd'hui, son nom apparaît dans les manuels de droit, dans les discussions historiques sur la tyrannie Tudor, et dans les débats plus larges sur l'état de droit face au pouvoir des dirigeants. Et même si le chaudron est depuis longtemps refroidi, la leçon qu'il a laissée derrière lui reste brûlante. Des siècles ont passé depuis que Richard Rose fut bouilli vif dans un chaudron à Smithfield. Les lois qui l'ont condamné ont été abrogées. Le roi qui signa son arrêt de mort est mort depuis longtemps. Et pourtant, son histoire demeure troublante de pertinence. Car ce qui s'est passé en 1531 ne concernait pas seulement un homme. Cela concernait le pouvoir, la peur, et les façons dont la justice peut être déformée pour servir les intérêts de ceux qui détiennent le pouvoir. Cela vous semble familier? Ça devrait. L'exécution de Rose nous rappelle la fragilité des systèmes juridiques lorsqu'ils sont entre les mains d'individus détenant une autorité sans limite. Quand le roi Henri VIII décida que l'empoisonnement était un acte de trahison, il réécrivit la loi pour s'assurer que Rose puisse être tuée, non pas équitablement, ni selon une procédure régulière, mais par dessein. C'était la loi comme punition,
et non la loi comme principe. Dans les démocraties modernes, nous sommes fiers de nos contre-pouvoirs constitutionnels, des tribunaux, des assemblées législatives et des protections juridiques qui mettent les citoyens à l'abri du pouvoir arbitraire. Mais l'histoire de Rose nous oblige à poser une question. Que se passe-t-il lorsque ces garanties sont affaiblies, ignorées ou manipulées? Son exécution est un exemple brutal de ce à quoi ressemble un pouvoir sans retenue. Et puis, il y a la question de la peur. Dans l'Angleterre des Tudors, la punition n'était pas seulement une rétribution, c'était un spectacle. Les exécutions étaient mises en scène comme au théâtre, jouées en public pour instiller la terreur et la soumission. La mort de Rose par ébullition n'avait pas été choisie parce qu'elle était juste, elle l'avait été parce qu'elle était inoubliable. On pourrait croire que nous avons dépassé une telle brutalité. Mais à bien des égards, le spectacle demeure, il se joue simplement dans d'autres lieux. Aujourd'hui, nous regardons des vidéos de caméras de police, des procès filmés ou des exécutions dans des régimes autoritaires sur nos écrans, aux infos ou sur les réseaux sociaux. Le monde ne se rassemble peut-être plus sur les places publiques. Mais la fascination humaine pour le crime, la justice et le pouvoir restent intactes. Diffusée en pixels plutôt qu'en sang. L'affaire Rose montre aussi comment la peur devient un outil de gouvernement. De la même façon qu'Henri utilisa sa mort pour envoyer un message aux opposants potentiels. Les États modernes utilisent parfois des peines lourdes, une force disproportionnée ou l'intimidation juridique pour réprimer les contestations. Qu'il s'agisse de surveillance, de propagande ou de tribunaux politisés. La peur reste une forme de contrôle puissante. Mais peut-être que la pertinence la plus durable de l'histoire de Rose réside dans ce qu'elle dit de la justice elle-même. Il fut privé d'un procès équitable. Une loi fut écrite uniquement pour garantir sa mort. Sa punition fut excessive, cruelle et délibérément publique. Ce sont précisément les abus contre lesquels les systèmes juridiques modernes affirment vouloir nous protéger. Grâce à des garanties comme la procédure régulière, l'habeas corpus ou l'interdiction des peines cruelles et inhabituelles. Et pourtant, encore aujourd'hui, les lois rétroactives sont débattues. Les abus du pouvoir exécutif sont contestés. Et l'indignation publique influence parfois les verdicts. Nous ne sommes peut-être pas si éloignés des Tudors que nous aimerions le croire. Alors, quand nous repensons à Richard Rose, non pas simplement à la façon dont il est mort, mais à pourquoi. Nous ne voyons pas seulement de l'histoire. Nous voyons un miroir. Et nous restons avec cette question. Sommes-nous réellement plus justes? Ou simplement plus sophistiqués dans la manière dont nous dissimulons notre pouvoir? Le feu s'est éteint depuis longtemps. Les hurlements se sont tus depuis des siècles. Le chaudron qui fit bouillir un homme vivant n'existe plus que dans les archives, les échos et la mémoire. Mais bien que le chaudron de Smithfield ait refroidi, les questions qu'il a soulevées continuent de bouillonner. Juste sous la surface de notre conception moderne de la justice. Richard Rose, simple cuisinier, devint plus qu'un criminel. Il devint un symbole, un homme englouti par un système, qui n'avait pas pour but de juger équitablement, mais de servir de leçon. Son crime était peut-être réel, ou peut-être mal compris. Mais sa punition, forgée par la volonté d'un roi, validée par un parlement docile, et exécutée devant un public anxieux, n'avait rien de juste. Au final, Rose devint un outil de vengeance royale. Un corps sacrifié sur l'autel du pouvoir politique et du bouleversement religieux. Sa mort marqua l'une des expressions les plus extrêmes de la brutalité Tudor. Et le moment où la couronne dépassa la justice pour entrer dans le domaine du spectacle et de la terreur. Mais son histoire sert un objectif bien au-delà de son époque. Elle nous rappelle pourquoi l'état de droit compte. Pourquoi la justice doit être aveugle, impartiale et équitable. Et ne jamais être pliée à la volonté d'un seul homme. Ni réécrite par commodité, ni utilisée comme une arme. Le sort de Rose illustre ce qui se passe quand la loi cesse d'être un bouclier, et devient une épée brandie par l'État contre les plus vulnérables. Et elle nous oblige à réfléchir à la distance que nous avons réellement parcourue. Aujourd'hui, beaucoup de pays ont codifié des protections. Contre les peines cruelles, contre les lois rétroactives, contre les procès sans jugement. Et pourtant, ces principes sont encore aujourd'hui mis à l'épreuve. Dans le monde entier, les gouvernements utilisent encore la peur pour faire taire la dissidence. Des dirigeants continuent de refaçonner les lois pour servir leurs intérêts personnels. L'équilibre entre justice et pouvoir reste fragile. Et jamais garanti. L'histoire de Rose évoque aussi notre fascination humaine persistante pour la punition.
La foule médiévale venue voir un homme bouillir vivant n'est peut-être pas si différente des publics actuels. Collés au procès télévisé, aux scandales viraux, à la honte publique. La scène a changé. Mais le spectacle continue. Et ainsi, nous revenons à cette image. Le chaudron. Désormais froid. Rouillé par le temps. Mais toujours là, en toile de fond de chaque débat juridique. De chaque loi autoritaire. De chaque abus de pouvoir. Un rappel silencieux de la manière dont la justice, une fois privée de ses principes, peut devenir quelque chose de monstrueux. Le nom de Rose est largement oublié dans l'histoire populaire. Éclipsé par les rois et les reines, les batailles et les traités. Mais c'est peut-être ce qui rend son histoire encore plus importante. Car il ne s'agissait pas de royauté. Il s'agissait d'un homme ordinaire, pris dans la machine d'une autorité sans contrôle. En se souvenant de Richard Rose, nous nous souvenons de ce que la justice ne doit jamais devenir. Et de pourquoi nous devons défendre, encore et encore, la promesse fragile mais vitale de l'équité. Le chaudron a refroidi. Mais les questions, elles bouillonnent toujours, juste sous la surface en attendant qu'on y réponde.